à toutes et D'accord. à tous. Donc, on est très très content, on est honoré et aussi ravi de recevoir aujourd'hui sur la chaîne de la Société de Géographie l'un des spécialistes, si ce n'est le géographe spécialiste de l'île de Mayotte. Alors, Fahd Idaroussi Tsimamba, bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on commence notre discussion, vous présenter, donc un petit peu revenir sur votre parcours? D'accord, bonjour. Moi, je suis Fahad Idaroussi Tsimanda. Je suis né à Mayotte. Je suis docteur en géographie depuis le 6 décembre 2022. J'ai soutenu ma thèse à l'université Paul Valéry Montpellier 3 sous la direction du professeur Frédéric Léon et de Madame Pauline Texier de Lyon 3. Mon sujet de thèse s'intitule Vulnérabilité différentielle des migrants à Mayotte, implications pour la gestion des risques naturels dans un département français insulaire en développement. Alors, si on a pris contact avec vous aujourd'hui, c'est parce que Mayotte est sur le devant de la scène médiatique depuis, allez, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais encore plus récemment, suite au lancement Oui. de l'opération Wambushu. Alors, ma première Mhm. question, elle est assez simple, c'est une sorte de question de contextualisation. L'opération Wambushu, c'est quoi? De quoi il s'agit? Et est-ce qu'il est possible, après, je crois, environ un peu plus d'une semaine après son lancement, de dresser un Oui. premier bilan, même temporaire, de cette opération? D'accord. Première question, en fait, qu'est-ce que c'est l'opération Wambushu? Le mot Wambushu, d'après les personnes qui parlent Chimaori, en fait, cela veut dire la reprise, la reconquête des terrains perdus à Mayotte qui est occupée de manière illégale. Donc, cette opération a été lancée par le ministère des Outre-mer et de l'Intérieur. Euh, mais voilà, il a pour objectif de reconduire en fait à la frontière les personnes qui sont en situation de clandestinité à Mayotte et des personnes semant le désordre, le chaos, parce qu'il faut savoir que le contexte actuel de Mayotte est très chaotique. Donc cette opération a été lancée à la demande non seulement des Maoris, hein, la société civile, mais aussi des politiques. Donc, le bilan actuel qu'on peut en tirer de cette opération depuis son lancement, il faut savoir que là, ça fait environ une semaine. On est le 2 mai. L'opération a été lancée, c'était le 24, le 24 avril, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait environ une semaine que l'opération a été lancée. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que l'opération stagne. L'opération patine pour la simple bonne raison parce que voilà, des avocats ont trouvé des failles sur cette opération. Donc, ils ont envoyé voilà ils ont essayé de bloquer voilà cette action-là en justice et à l'heure actuelle l'opération stagne. Alors justement, vous avez parlé d'une opération lancée par le gouvernement des Outre-mer. Comment elle est reçue parmi la population mahoraise, cette opération Wambushu? La population nord-ouest fédère à ce mouvement parce que c'est une opération qui a été demandée depuis plusieurs années. En effet, les conditions de vie à Mayotte se sont dégradées en espace de quelques années, en espace de 10 ans environ. Les gens ne peuvent plus circuler librement sur l'île voilà, comment dire, sans avoir en tête voilà, qu'on puisse faire agresser. Il faut savoir que Mayotte, en fait, est le seul département où les sorties plages sont programmées par des gendarmes. C'est-à-dire, voilà, les gendarmes et les policiers mettent en place des créneaux où ils proposent des sorties en fait surveillées sur l'île. Donc ici, on voit bien l'ampleur en fait des conditions de vie à Mayotte. Et pourquoi aussi cette opération est soutenue par la population? Parce qu'en 2018, comment dire, sur l'île en fait a été lancée l'opération Île Morte, qui consiste voilà, à manifester contre le ras-le-bol, la violence, parce qu'il faut savoir que avant cette opération Île Morte, euh, il y a eu voilà, des phénomènes de violence aux abords des lycées, dans les lycées, aux abords des bus, dans les bus. Et voilà pourquoi aussi cette opération, il faut savoir qu'il y a eu des images qui ont circulé et qui ont fait la une des médias ici en France métropolitaine où un bus scolaire a été, euh, a été arrêté, ensuite saccagé, et dans lequel se sont introduits plusieurs bandes avec des machettes, occasionnant en fait des blessures sur 5 personnes. Et il faut savoir que c'était
quelques jours après l'opération, une manifestation a eu lieu dans la commune de Chirongui, au sud de Mayotte, où la population s'est réunie parce qu'il faut savoir que les Comores ont bloqué, ont bloqué, voilà, ont bloqué cette opération voilà, à travers des petites manèges. Il faut savoir aussi que voilà, des avocats métropolitains ont aussi bloqué cette opération. Donc, les Maoris se sont rassemblés à Chirangui, au sud de l'île, voilà, pour apporter son soutien au gouvernement et que voilà, la population fédère sur cette opération. Et c'était aussi ce week-end, dans le week-end dernier, samedi ou dimanche, où la population mahoraise s'est réunie sur la place de la République. Voilà une place symbolique où a été tuée Madame Zaki Hamadi dans les années 60, pendant la période des années 60-70, pendant la période de semi-autonomie et mouvement d'indépendance. Donc, les Maoris se sont réunis sur cette place afin voilà, de manifester leur soutien à l'État et la population mahoraise veut absolument que cette opération-là se fasse. Alors, vous parliez de la situation sécuritaire chaotique sur l'île. En Oui. préparant notre interview, je voyais dans certaines ressources plus ou moins scientifiques, journalistiques, académiques, qu'une partie de cette insécurité était directement liée à l'afflux de migrants comoriens. Donc, je le rappelle pour nos spectateurs qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la géographie de la région, donc l'archipel voisin de Mayotte. Est-ce que cette insécurité, elle est uniquement le fait de ces migrants comoriens? Est-ce que c'est vrai? Et ma deuxième question, c'est si oui, en quoi est-ce que ces migrations comoriennes sont créatrices de violence à Mayotte? D'accord. En fait, il faut savoir, tout premièrement, en fait, qu'il n'existe pas de données statistiques ethniques en fait sur les phénomènes de violence. Ça n'existe pas à Mayotte, donc je ne pourrais pas apporter en fait des données à l'appui et dire que oui, tel fait de violence et voilà, telle violence est le fait des clandestins, des migrants à Mayotte. Toutefois, il faut savoir que moi, pendant mes années de thèse et même bien avant, je suis amené souvent à consulter en fait des articles de presse. Et il s'avère que voilà, souvent à Mayotte, en fait, les faits qui sont jugés dans les tribunaux qui concernent des phénomènes de violence, ce sont souvent les faits des personnes en situation irrégulière, voilà, en situation de clandestinité, des personnes qui viennent souvent de l'Union des Comores et souvent ce sont des personnes qui ont été naturalisées mais qui s'adonnent à ce genre d'activité. Donc, à force de regrouper tous ces éléments médiatiques, hein, à force de recouper tous ces éléments-là, la force est de constater que la violence à Mayotte est le fait de ces personnes-là. Et j'ai eu aussi l'occasion de discuter avec un policier dont je ne citerai pas le nom, en fait, qui me dit que dans le centre pénitentiaire de Majicavo, pas moins de 95, 80, disons, il y aurait environ 85% de la population, on va dire 85% de la population carcérale est d'origine comorienne. Donc, voilà, on peut ici, avec tous ces éléments-là que je viens de citer, dire que voilà, c'est la violence à Mayotte est le fait de ces personnes-là. Mais je ne dispose pas en fait de données officielles, de données de l'État. Mais voilà, là, ce sont des données que j'ai pu récolter via les médias, des témoignages, voilà, qui concordent à dire que voilà, ce sont ces personnes-là. Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez revenir sur la deuxième partie de Bien votre sûr, la question, deuxième s'il question, vous plaît? c'était en quoi est-ce que ces migrations sont créatrices de Mhm. violence? Et en plus, j'ai l'impression en ayant parcouru vos travaux de thèse, notamment que justement vous êtes beaucoup intéressé à ces migrations, à ces, comment dire, à ces communautés clandestines et justement à leur manière de fonctionner. D'accord. Pourquoi est-ce que voilà, cette migration est créatrice de violence? Ben, il faut savoir que ces personnes-là vivent dans des conditions très malsaines, mais la pauvreté, en fait, n'explique pas, en fait, la pauvreté n'explique pas forcément ou exclusivement, en fait, le phénomène de violence. C'est pas parce qu'on est pauvre que voilà, commis des crimes, voilà, des choses qui ne sont pas acceptables au sein d'une société. Donc, je parlerai plutôt dans un premier temps, voilà, de pauvreté, parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, les bidonvilles, en fait, pour faire très simple, ce sont des zones où habitent des familles, voilà, plusieurs familles dans une case, où l'accès aux ressources
est vraiment très, très, très minime, voire quasi absent. Donc, ce sont des personnes qui sont exclues, qui vivent à la marge de la société, qui a peur des autorités, parce que voilà, si cette population migrante se fait appréhender, elle a la possibilité de se faire expulser voilà, vers les Comores, donc elle ne veut pas y aller. Ensuite, il y a aussi la question des mineurs isolés qui fait souvent à l'actualité à Mayotte. Il faut savoir que les mineurs isolés, voilà, ce sont des jeunes dont les parents ont été expulsés de Mayotte. Pourquoi est-ce que actuellement à Mayotte, bah, on est face à ce phénomène-là? Bah, tout simplement parce que les parents qui ont été appréhendés disent tout simplement qu'ils n'ont pas un enfant sur l'île. Et il faut savoir que la loi française interdit que voilà, on expulse des enfants sans la responsabilité voilà, d'une personne adulte. Donc, on a des jeunes qui ont été détachés de leurs parents depuis plusieurs années, qui vivent seuls, qui errent, et souvent ont été laissés à la responsabilité d'un proche, et souvent ces proches-là ne tiennent pas, voilà, n'assument pas forcément cette responsabilité parce qu'ils ont aussi voilà, des charges, hein, des enfants à charge, où ils doivent assurer voilà, leurs conditions de vie. Ensuite, voilà, ces enfants-là ont été livrés à eux-mêmes. Donc voilà, il y a peut-être une forme de rancœur qui s'est créée au sein voilà, au sein de ces jeunes-là. La haine non seulement des institutions, de la France, de tout ce qui représente la France, mais aussi de tout ce de tout ce qui concerne Mayotte. Mais après, voilà, il faut savoir aussi que l'île de Mayotte est une île qui est très convoitée, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais bien avant la présence française, après l'indépendance, et même maintenant. Quand on va sur des postes des, euh, des Comoriens, souvent, des médias sociaux comoriens, souvent, on voit qu'il y a des tensions, il y a des sujets polémiques qui sont lancés pour attiser la haine envers les populations de chaque île. En effet, il faut savoir que quand on habite dans une région et quand on ne se respecte pas, et que voilà, on insulte l'autre, ou on ne reconnaît pas l'autodétermination de l'autre, ou on ne reconnaît pas forcément en fait, voilà, le choix de l'autre, en fait, ça crée, ça attise la haine au sein, au sein de la région. Donc, souvent, on a des personnes en fait qui ne reconnaissent pas le choix des Maoris, qui occupent en fait des terrains de manière illégale. En fait, tous ces phénomènes-là créer un sentiment de rejet peut-être sur ces personnes qualifiées de migrantes. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que ces personnes-là souvent arrivent à une situation de voilà, commettre des actes de violence. Après, voilà, je reviendrai aussi sur la question de violence. Il faut savoir que nous vivons dans une société de consommation à Mayotte. C'est pas comme il y a quelques années hein, où on vivait avec le strict minimum, c'est-à-dire les familles qui vont à la campagne, qui mangent ce qu'ils ont planté, ce qu'ils ont cultivé. Et voilà, ça s'arrête là. Mais maintenant, on vit dans une société de consommation où des jeunes ont des parents voilà, qui ont les moyens d'acheter, voilà, de leur acheter un téléphone portable, un ordinateur, voilà, des outils modernes. Donc, souvent, on a d'un côté des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas les moyens de se procurer de ces produits-là, et de l'autre, bah, des jeunes qui en ont les moyens. Donc, ce qui crée peut-être aussi des jalousies, des gens qui veulent forcément avoir des moyens, parce que souvent, quand ces jeunes-là agressent des personnes, souvent dans les embouteillages à Mamoudzou, il faut savoir que le phénomène d'embouteillage, en fait, on est courant en Mayotte. Là, les embouteillages, c'est souvent. Donc, souvent, on a des jeunes qui sortent de nulle part, qui, voilà, qui passent devant les voitures. Et malheur à toi, si tu as ton téléphone devant tes oreilles, ben, ils peuvent te l'arracher. Donc, souvent, ben, on a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens et voilà, voilà, qui veut s'accaparer des biens des autres parce qu'ils n'en ont pas. Alors, j'ai vu aussi que dans cette opération Wambushu, Oui, une des expressions de cette opération prenait la forme de oui. renvoi, d'expulsion de l'île de Mayotte. Est-ce que, sur un plan strictement légal, est-ce qu'il est possible de renvoyer certains migrants, comoriens j'imagine en majorité, dans leur archipel d'origine? Est-ce qu'il est légalement possible de le faire?
Oui, il est également possible. Il faut savoir que sur le territoire français, quand on est en situation de clandestinité, bah, on a l'obligation de quitter le territoire. On n'a pas un document officiel qui certifie que la personne a un droit au séjour sur le territoire en question. Donc oui, le droit permet à l'État, permet voilà, aux forces publiques d'expulser. La justice en permet aux forces publiques d'expulser des personnes en situation de clandestinité. Toutefois, en fait, on est face à un problème. Aujourd'hui, on ne peut pas expulser les personnes qui vivent à Mayotte vers les Comores, surtout les personnes en situation de clandestinité, parce que le gouvernement comorien refuse tout simplement voilà, ces ressortissants-là, pour la simple bonne raison. Pourquoi les amener là-bas alors que là-bas, il n'y a rien? Ça va augmenter voilà, le rang de la misère. Donc, voilà, c'est dans leur intérêt que ces personnes-là restent à Mayotte. Et il faut savoir qu'il y a un circulaire qui est sorti où le gouvernement de l'île d'Anjouan demande à ce que voilà, les personnes qui soient refoulées vers l'île d'Anjouan possèdent un document, c'est-à-dire un titre, un document, disons, une carte d'identité comorienne ou un passeport comorien, et que la personne quitte Mayotte de son propre gré à sa demande. Et quand on voit à travers les reportages, souvent les personnes qui sont là-bas ne veulent pas quitter Mayotte. Pourquoi aller aux Comores? Aller souffrir alors qu'ils ont quitté, alors qu'ils ont fui la misère. Donc, en fait, on est face à un problème, face à un État qui est quand même souverain. Il faut savoir que voilà, les Comores est un État souverain. Donc, du moment où les Comores ne peuvent pas certifier que la personne expulsée depuis Mayotte vers son territoire et voilà, est originaire des Comores, ben, comment dire, ça bloque tout. Et ici, en France métropolitaine, on est souvent face à ce genre de problème où des pays d'Afrique du Nord refusent de donner le laissez-passer consulaire. Donc, on est voilà, face à cette impasse, ce qui provoque, voilà, ce qui bloque souvent les expulsés voilà, de la France vers, voilà, vers les pays en question. Donc, juridique, oui, c'est possible d'expulser ces personnes. Il est possible d'expulser ces personnes parce que ils possèdent pas, elles ne possèdent pas en fait un document qui leur permet de rester à Mayotte. Mais toutefois, en fait, l'expulsion des personnes en situation irrégulière peut être bloquée si les Comores bloquent, si les Comores ne délivrent pas le laissez-passer consulaire, parce qu'il faut savoir aussi que sur l'île, sur l'espace Schengen, ils déchirent leur papier d'identité. D'un seul coup, en fait, ils savent plus de quel pays voilà, ils viennent. Donc, il est impossible en fait, de le renvoyer parce qu'il n'y a aucun document qui atteste que cette personne-là vient du pays. Disons, dans l'archipel des Comores, on sait pertinemment que ces personnes viennent de l'île d'Anjouan, mais sauf que voilà, sur le plan administratif, il est difficile pour une personne qui a déchiré ou qui, voilà, qui a apparemment perdu sa pièce d'identité, voilà, de retourner là-bas. Il faut savoir aussi que les personnes qui doivent être refoulés à Mayotte doivent avoir une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité. Donc, pour une personne qui est à Mayotte depuis plusieurs années et qui n'est pas fait des démarches de régularisation là-bas, bah, il est impossible quand même voilà, d'expulser personne. Et il faut savoir aussi que voilà, expulser une personne, si les Comores bloquent, ben, ces personnes-là sont gardées dans un centre de rétention administrative à Mayotte. Toutefois, on ne peut pas garder en fait éternellement ces personnes-là, donc ce qui nous pousse souvent, voilà, à les lâcher dans la nature. Il y a un point sur lequel j'aimerais beaucoup revenir, c'est justement votre sujet de thèse. C'est là que vous avez beaucoup travaillé sur et dans les bidonvilles. Et concrètement, Oui. pour que nos spectateurs comprennent bien ce que c'est qu'un bidonville à Mayotte, euh, j'aurais envie de savoir sur le terrain. Alors, premièrement, ça ressemble à quoi un bidonville? Comment ça s'organise? Comment ça fonctionne? Quelles sont les conditions de vie des gens dans ces bidonvilles? D'accord. En fait, un bidonville, il faut savoir que c'est un quartier, entre guillemets, hein. Je vois bien les guillemets. En fait, c'est un quartier qui a été construit de manière illégale aux marges, en fait, la marge de la ville ou du village formel. Et les bidonvilles sont composés de cases en tôle. Les bidonvilles sont construits sur des zones fortement exposées aux aléas naturels où l'accès aux ressources est quasi absent.
pour accéder dans ces zones-là, ben, on a des chemins plus ou moins étroits, accidentés, des maisons construites sur, voilà, sur des ravines, le long des cours d'eau. Pour le cas du bidonville d'Ilonie, ben, c'est un bidonville qui a été construit dans la mangrove, dans une zone marécageuse. Et quand la marée, en période de marée haute, il y a des maisons qui sont inondées. Il faut savoir aussi que dans certaines maisons, dans certaines cours, ben, on a des trous de crabiers. Donc, les bidonvilles, en fait, c'est aussi des maisons où il fait extrêmement chaud entre 9 heures et 15 heures. Entre 9 heures et 15 heures, la température en moyenne à Mayotte et surtout dans la zone de Mamoudzou, dans la zone de Mamoudzou et Koungou, là où on a une forte concentration des bidonvilles, bah, il faut savoir que la température moyenne dans ces zones-là varie entre 30 et 34 degrés. Et dans une case en tôle, voilà, qui garde, hein, qui encaisse la chaleur, ben, la température peut avoisiner dans les 39 degrés. Et souvent, on a plusieurs familles. Et, voilà, on a plusieurs personnes, le papa, la maman et 6 enfants dans une case de 12 à 16 mètres carrés, où la question d'intimité n'est pas forcément là. Parce qu'il faut savoir, souvent, ben, les chambres sont séparées par un simple drap. Donc, la question d'intimité, il faut savoir aussi que pour les jeunes filles aussi, c'est un peu, c'est un peu problématique parce qu'arrivé à un certain âge, ils aiment avoir leur cocon, voilà, leur espace à eux. Bah, ils rentrent dans la puberté où ils aiment avoir leur petit espace. Donc, c'est très difficile. Et dans ces espaces-là, souvent, on a des familles qui n'ont pas accès, tout simplement accès à l'eau potable. Donc, ils doivent parcourir plusieurs mètres, disons plusieurs mètres, plusieurs kilomètres, hein, des allers-retours pendant, pendant la journée pour ravitailler voilà, des bassines d'eau dans leur maison. Et souvent, les conditions en fait, de sauvegarde de l'eau est très discutable parce que l'eau peut être facilement souillée. Parce qu'il suffit juste qu'on ramasse un truc par terre et qu'on met la main ou voilà, dans la bassine d'eau, ben, l'eau peut être contaminée, donc ce qui crée aussi de la maladie. Il faut savoir aussi qu'aux abords des bidonvilles, nous avons, euh, nous avons en fait des dépotoirs où les familles en fait, qui vont faire des courses au village, quand ils rentrent dans ces bidonvilles, voilà, quand ils rentrent à leur domicile, ben, il faut en manger, ben, tout ce qui est canette, hein, boîte de sardines, canettes de boisson ou autres, sont jetés sont jetés aux abords des maisons, ce qui crée en fait des gîtes larvaires qui sont propices à la prolifération des moustiques et de surcroît différentes maladies telles que la dengue, chikungunya, etc. Donc, les conditions de vie, en fait, pour faire très simple dans ces bidonvilles-là, est extrêmement difficile. Et il faut savoir aussi qu'en 2018, hein, faut savoir aussi qu'en 2018, une mère de famille a été ensevelie dans un glissement de terrain, dans un bidonville. Donc, en fait, vivre dans un bidonville, en fait, c'est être constamment menacé par plusieurs menaces. Et alors, j'aimerais terminer, parce que là, finalement, on a fait ensemble un diagnostic, un état des lieux assez tragique s'il en est. Mais pour revenir Mhm. rapidement et pour terminer justement là-dessus, sur la situation sécuritaire à Mayotte. Euh, à votre avis, alors je m'adresse à vous en tant que et mahorais et géographe, quel pourrait être à Mhm. moyen et long terme, indépendamment de l'opération Washambu, quelles pourraient être les solutions justement pour lutter et diminuer le problème sécuritaire? D'accord, mais avant de parler en fait des solutions, il faut aussi faire un état des lieux des responsabilités sur l'île. Il faut savoir que depuis plusieurs années, on a laissé venir des personnes à Mayotte, on a laissé venir voilà, des personnes à Mayotte s'installer sur des terrains privés, publics. L'État aussi a régularisé en masse voilà, des personnes en situation de clandestinité. Certains Maoris aussi ont profité de la vulnérabilité, de détresse de certaines femmes en reconnaissant en fait les enfants de manière frauduleuse. Donc voilà, c'est tous ces phénomènes-là qui ont créé, qui ont amené à ce chaos actuel. Voilà, tout le monde est responsable. Toutefois, pour permettre à ce que voilà ça aille mieux, bah, c'est que l'État doit investir à Mayotte parce qu'il faut savoir que Mayotte, c'est non seulement un département, un territoire qui est riche dans sa région, mais aussi un département français le plus pauvre. Donc l'État doit investir à Mayotte parce qu'il faut savoir que l'île est sous forme d'un sous-investissement. Il faut savoir qu'à Mayotte, nous avons demandé un rallongement
voilà, de la piste longue qui coûte quelques millions d'euros, voilà, qui n'a pas encore été validée par l'État. On nous pompe, entre guillemets, des études sur études, alors qu'à La Réunion, un département juste à côté, l'État a financé une route de 10 kilomètres qui coûte des milliards. Donc, il y a un sous-investissement de l'État. L'État a régularisé en masse des migrants à Mayotte. Et il faut savoir aussi, en fait, une ressource, quand elle se fait de plus en plus rare et que la population est nombreuse, ben, ça peut créer des tensions. Il faut savoir que les écoles sont saturées à Mayotte. Mayotte, depuis 2014, traverse une crise de l'eau. Les services publics et voilà, les hôpitaux sont saturés. Donc voilà, c'est tous ces phénomènes-là qui créent des tensions. Donc aujourd'hui, pour permettre de peut-être d'atténuer, de diminuer un peu les problèmes à Mayotte, c'est de permettre à celles et ceux qu'on a attribué un titre de séjour territorialisé qui ne leur permettent pas de quitter Mayotte, voilà, de partir dans d'autres départements français. Du moment où ces personnes-là ont droit de séjourner sur le territoire de Mayotte, bah pourquoi pas aussi les permettre de quitter Mayotte et aller sur le territoire national. Il faut savoir aussi que depuis 2011, Mayotte est un département français, donc ce qui veut dire que le droit commun s'applique à Mayotte. Donc la solidarité nationale aussi doit s'appliquer à Mayotte. Donc je reviendrai encore sur la question de titre de séjour territorialisé qui doit être abrogé sur Mayotte. Donc ce qui permettra en fait de désengorger l'île et de tous ces problèmes. Déjà, il y a ça. Ensuite, il faudrait contrôler peut-être les frontières de Mayotte. Il faut savoir que voilà, contrôler des frontières, c'est pas chose aisée, hein. Une frontière n'est jamais imperméable, hein. Les gens arriveront toujours à trouver une faille et s'engouffrer, voilà, dans les brèches et entrer à Mayotte. Mais on peut quand même limiter de manière drastique les entrées illégales. Il faut savoir que entre janvier 2022 et septembre 2022, il y a eu environ environ 300 kwassa-kwassa qui ont été interceptés au large de Mayotte. Et si on fait la somme, un kwassa-kwassa peut transporter environ 40 personnes, voire plus. Donc, si on fait la moyenne, on peut arriver à avoir environ 13 000 personnes qui ont été interceptées au large de Mayotte en espace de 9 mois. Donc, en espace d'une année, la somme peut être vraiment très élevée. Donc, voilà, il faut arriver non seulement à l'état actuel, hein, contrôler les entrées des personnes en situation de clandestinité, mais aussi permettre à celles et ceux qui ont été régularisés de quitter Mayotte. Mais l'État aussi doit assumer aussi sa responsabilité. Mayotte est française depuis plus de 180 ans, depuis 1841, département depuis 2011. Donc, Mayotte doit être développée et permettre voilà, à ce que voilà, les problèmes soit, soit atténué sur l'île de Mayotte. Mais aussi, il y a aussi un problème. Il ne faut pas seulement voir du côté de Mayotte, mais aussi voir du côté des Comores. Il faudrait aussi que les Comoriens fassent leur part fassent leur part de responsabilité. C'est-à-dire, quand on investit là-bas, quand l'État français investit aux Comores, il faudrait que cet argent-là soit utilisé à bon escient. Et il faut savoir que depuis plusieurs années, hein, les Comores ont été aidés par l'État français, mais rien ne va. L'argent qui est investi là-bas, voilà, doit être utilisé à bon escient. C'est investir en fait dans les secteurs clés, d'autant plus que l'argent qui a été investi suite à l'accord 4 signé en 2019 avait pour objectif, hein, les 150 millions, avait pour objectif d'investir, d'être investi sur des secteurs clés permettant aux Comoriens de rester aux Comores. Donc, il faut aussi aider les Comores, mais aussi il faut aussi les responsabilités. Il faut aussi les responsabiliser. 150 millions d'euros investis il y a quelques années, alors que, euh, alors que, alors que voilà, actuellement, les gens affluent toujours à Mayotte, parce qu'il y a un problème là-bas. L'argent qui est investi n'est pas utilisé voilà, de la bonne manière. Et il faut savoir aussi que les Comores euh, font partie des pays apparemment les plus corrompus au monde. Donc, investir, certes, aider les Comores, certes, mais c'est aussi surveiller, suivre à la lettre, en fait, tout ce qu'on envoie là-bas et s'assurer que l'argent a été bien utilisé. Il faut savoir aussi qu'un ancien président comorien, un certain dénommé Jowar, a été, euh, a été accusé voilà, d'avoir détourné l'argent aux Comores
à son profit et à, à celui de sa famille. Donc, il faut voilà, responsabiliser ces personnes-là. Et si ma mémoire est bonne, il me semble qu'entre 2007 et 2017, hein, environ 47 millions d'euros ont été investis dans le secteur médical au Comores. Mais force est de constater que, voilà, d'année en année, bah, les personnes arrivent à Mayotte pour se faire soigner. En fait, à Mayotte, on a constaté, on a remarqué un phénomène récent hein, qu'on appelle Costa sanitaire, où des personnes malades qui ne peuvent pas être soignées aux Comores sont évassanées, entre guillemets, vers Mayotte. Et souvent, à travers les témoignages de certaines personnes, hein, certains Comoriens disent que les médecins aux Comores là-bas leur disent que voilà, s'ils veulent voilà, retrouver leur santé, s'ils veulent voilà, être soignés dans dans les meilleures conditions, autant aller à Mayotte parce que c'est là-bas où ils peuvent retrouver leur état de forme, leur santé. Donc, pour faire très simple, il faut non seulement abroger le titre de séjour territorialisé dans l'urgence, euh, contrôler les frontières de Mayotte, parce que voilà, Mayotte, il faut savoir que c'est une toute petite île de 374 km², protéger ces frontières, je ne vais pas dire que voilà, il y aura pas des gens qui vont entrer, mais peut-être voilà quelques personnes. Ensuite, aider les Comores, mais aussi assurer que l'argent injecté aux Comores soit utilisé à sa juste valeur.